Passation de commandement chez les sapeurs-pompiers de Calouze. L'unité opérationnelle a un nouveau commandant, l'adjudant-chef Fabrice Schmitt succède au lieutenant Olivier Vac. Visite de la sous-préfète à Lengelsheim sous le signe de gros travaux. Plusieurs dossiers d'envergure sont en attente dans ce village de 200 habitants et les logements sont au cœur des préoccupations. Nouveau rendez-vous proposé dans le cadre de l'opération Rêve de gosse, cette fois à l'aérodrome de Sarreguemines. 150 enfants de Forbach, Sarreguemines et Rohrbach ont découvert le fonctionnement de différents engins volants et ont pu s'essayer au pilotage virtuel sur un simulateur de planeur. Journée sportive et gourmande au lycée Simon-Lazare. Le lycée professionnel de Sarreguemines a accueilli 285 élèves de 3e pour leur proposer 7 ateliers, des activités sportives et une sensibilisation au sport adapté. L'occasion aussi de leur faire découvrir les filières professionnelles. C'est un beau bébé de 70 cm et qui ne pèse qu'1,5 kg. La torche olympique de Paris 2024 est née en Moselle. Son concepteur est le designer Mathieu Lehanner. Ses parents sont les équipes d'ArcelorMittal. Produite en 2000 exemplaires, elle traversera 400 villes de France. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. On va aussi parler de théâtre aujourd'hui. Ce sera avec notre invité du jour, Alain Lheureux, metteur en scène du Théâtre du Jeudi. Les comédiens de Sarreguemines remontent sur les planches avec une nouvelle pièce. On vous en parle tout à l'heure, mais promis, on ne vous dira pas tout. On ira aussi en forêt pour découvrir le land art. Eliso Leonardi excelle dans le domaine. Une souche, une branche morte, tout est source d'inspiration et tout se transforme en matériaux pour créer des œuvres. Personnages, animaux et objets prennent vie de manière éphémère puisque tout redevient nature. Vous en saurez plus tout à l'heure. On va d'abord faire un tour du côté des soldats du feu. Hier, on vous parlait de la passation de commandement à Sarreguemines. Il y a aussi du changement à Calouze. L'unité opérationnelle a un nouveau commandant, l'adjudant-chef Fabrice Schmitt. Il a consacré presque 30 ans de sa vie à cette unité opérationnelle. Il en est désormais le chef. Camille Henriot a assisté à la cérémonie de prise de commandement en présence des officiels. C'est désormais officiel. L'adjudant-chef Fabrice Schmitt prend la tête de l'unité opérationnelle de Kalausen. Il succède au lieutenant Olivier Vac. Le capitaine Jérémy Pendra lui a remis l'insigne de chef de l'unité opérationnelle à l'issue de la cérémonie de prise de commandement. Elle a eu lieu ce vendredi 5 avril devant la caserne avec le traditionnel piquet d'honneur, le passage en revue des troupes par les officiels, puis la remise de fanions. Entré à la caserne de Kalausen dès 1997, pompier professionnel depuis 2004, Fabrice Schmitt a gravi les échelons. Il s'est spécialisé dans plusieurs domaines. J'ai réussi à faire de la plongée, je suis plongeur, secours nautique on appelle ça aujourd'hui, sinon encore de risque chimique. Je suis formateur de premiers secours et voilà. 14 sapeurs-pompiers sont placés sous son commandement, dont 4 femmes. Et il espère recruter de nouvelles personnes ces prochains mois. Justement, les projets, ça va être le recrutement de sapeurs-pompiers, alors de tout âge, personnel masculin, féminin, on recrute. Voilà, des gens motivés, disponibles, en sachant qu'il faut déjà préparer les départs dans quelques années de nos anciens qui vont arrêter. Certains arrêtent pendant leur engagement parce que la vie professionnelle, vie de famille, tout ça qui joue en leur faveur, qui font le choix à un moment d'arrêter. Autre projet à l'étude, un rapprochement avec les sapeurs-pompiers sarrois basés à Eschringen, près de Saarbrück. Des projets, il y en a beaucoup à Lengelsheim, mais les financements manquent. Le maire de cette petite commune de 200 habitants était ravi d'accueillir Dominique Laurent. La sous-préfète de l'arrondissement de Sarreguemines était en visite dans le village pour la première fois depuis sa prise de poste. Au programme, balade autour des lieux rénovés et de ceux qui nécessiteront d'importants travaux. On fait le point dans ce reportage d'Emilia Zell. Pour faire découvrir sa commune à la sous-préfète de l'arrondissement de Sarreguemines, le maire de Lengelsheim lui a montré certains lieux clés du village. Ils sont allés voir entre autres la chaussée dégradée de la rue de la Grotte, l'église, les locaux de l'ancienne école avec une salle rénovée et transformée en foyer, l'ancienne mairie ou encore l'ancien foyer. Il reste à finaliser un certain nombre de projets, des projets très lourds
que ce soit des rénovations comme le logement de l'ancienne mairie, que ce soit l'ancienne mairie ou la mairie actuelle, des rénovations thermiques à entreprendre, la mise en place également des voiries. On peut parler de la rue de la Grotte, on peut parler de la rue de l'école, la mise en place de parking, la mise en place de trottoirs. La commune d'à peine 220 habitants n'a pas un budget illimité pour mener ses travaux. C'est aussi pour être aidée à trouver des subventions que la sous-préfète était présente. La question du logement était un sujet majeur de cette visite. Il y a des opportunités, avis aux acheteurs dans la commune, de maisons à réparer. Et il y a notamment une maison de centre-ville alors que la commune rêverait de pouvoir transformer en logements communaux, mais ce sont des travaux lourds. Et par contre, on a vu des maisons rachetées par des jeunes couples, très joliment réaménagées, donc il y a une permanence de la vie à Lengelsheim. Sur le parcours, ils ont aussi rencontré un habitant qui a fait part de son inquiétude par rapport au niveau en allemand des jeunes arrivant sur le marché de l'emploi. Mais ils n'ont pas assez de... J'en ai déjà parlé avec le prof d'allemand depuis, on n'arrête pas de leur réduire les œuvres. Il y a encore un demi-poste. Vous avez bien fait d'écrire aux députés, ça c'est pour les silences, et après il faudrait écrire au recteur. La visite s'est poursuivie jusqu'à la deuxième grotte du village. Le groupe a même pu apercevoir les chevreaux accueillis par la commune l'année dernière. Après la plantation de rosiers dans le parc des archives municipales de Sarreguemines et la visite de l'aéroport de Zweibrücken, les 150 enfants qui participent à l'action Rêve de gosse ont pu se rendre à l'aérodrome de Sarreguemines. Mais le programme initialement prévu a été chamboulé par la météo. Les jeunes ont quand même pu profiter de quelques activités à l'intérieur des bâtiments. Reportage de Thibaut Desmerlet. C'est parfait, et on l'emmène vers nous sans qu'il nous survole. On arrête, et de l'autre côté. C'est dans les hangars de l'aérodrome de Sarreguemines que des enfants de la ville, de Forbach et de Rohrbach-les-Bitches découvrent comment fonctionnent différents appareils volants. Drones, anatomie d'un planeur, visite de la cabine des avions. Ils ont même pu s'essayer au pilotage virtuel sur un simulateur de planeur. Des activités qui ont pu être maintenues avec le mauvais temps qui a modifié le planning. Pas d'avion en polystyrène, pas de cerf-volant ni de fusée à eau n'ont été vus au-dessus de l'aérodrome de Sarreguemines. Les objets créés par les enfants seront mis à l'honneur plus tard. Vu de la météo, on n'a pas pu le faire. En revanche, ils seront exposés le 11 mai lors de l'étape Rêve de gosse et également ils pourront essayer de faire voler quelques objets dans le village Rêve de gosse. Le but aussi de chaque étape de l'action Rêve de gosse est de favoriser l'inclusion en faisant se rencontrer des enfants d'instituts spécialisés et des enfants à la scolarité ordinaire. Leur prochain rendez-vous sera le jeudi 11 avril pour visiter le musée technique de Speyer en Allemagne. Quand les Jeux Olympiques s'invitent au lycée Simon-Lazare, les 285 élèves de 3e des collèges publics de Sarreguemines ont participé à une journée gourmande et sportive dans cet établissement qui forme les professionnels de demain. Guillaume Dumontail était sur place. S'il y en a deux que les Jeux Olympiques passionnent énormément au lycée Simon-Lazare, ce sont bien Lali et Gabriele. Ils font partie du collectif lycéen Grand Est 2024 et ils étaient partie prenante de la manifestation Marche gourmande et sportive Le goût de l'effort organisée dans leur établissement. Une journée à destination des élèves de 3e des collèges publics de Sarreguemines. L'objectif, c'est de les motiver à faire du sport, de leur transmettre les valeurs de l'olympisme, aussi de partager un bon moment avec eux, de voir aussi ce qu'on fait au lycée, par les ateliers aussi gustatifs pour leur montrer un petit peu les filières. Un programme riche et diversifié avec pas moins de 7 ateliers organisés en partenariat avec le comité départemental de sport adapté, la mairie de Sarreguemines et plusieurs associations sociales et sportives de la commune étaient proposés aux collégiens. Ils ont notamment fait du badminton, de l'aviron, du cécifoot, du mini-curling. Ils ont aussi été sensibilisés au sport adapté. Ça se passe super bien, les retours que j'ai eu des collégiens sont très positifs. D'après leurs mots, ils ont kiffé, donc c'est très positif pour la journée du coup. Le lycée Simon-Lazare a également profité de l'occasion pour faire découvrir les formations professionnelles proposées dans cet établissement. ASSP, donc deuxième. Objet iconique, la torche olympique est fabriquée en partie en Moselle par les équipes d'ArcelorMittal. Dans quelques semaines, des milliers de porteurs la tiendront fièrement à travers tout l'Hexagone. Un honneur sans pareil pour le groupe sidérurgique et ses structures mosellanes. Reportage de Jean Milon.
Ce sont dans ces impressionnants nuages de fumée que les torches olympiques ont vu le jour. Au service d'ArcelorMittal depuis 18 ans, Aurélia en portera d'ailleurs une lors du relais en juin prochain. J'ai moi-même développé des produits qu'on peut trouver sur les frigos, les intérieurs de four, les pots d'échappement, les bâtiments. Là, c'est un produit artistique. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ça va être incroyable de porter la torche, cet objet d'art, à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Ces lignes qui produisent d'ordinaire les aciers, notamment de vos voitures, ont donc dû évoluer. Un véritable défi pour les 700 employés du groupe à Mézières-les-Messes, là où se trouve le plus grand centre de recherche au monde d'ArcelorMittal. Il fallait inventer des conditions industrielles permettant de transformer l'idée géniale du designer Mathieu Lehanner en un objet réalisé à 2000 exemplaires que le monde entier va voir finalement. Et c'était évidemment très très motivant pour les chercheurs de travailler sur ce produit. Pour faire simple, c'est donc à Mézières-les-Messes, entre autres, qu'est né non pas le design, mais les techniques pour le mettre en forme. Concrètement ensuite, l'acier a été coulé à Châteauneuf dans la Loire, avant d'arriver donc sur le site de Florange. Là, il a été laminé jusqu'à une très faible épaisseur, seulement 0,7 mm. Enfin, sa route s'est terminée non loin à Voipy exactement, pour être découpée en feuilles, prête à être transformée. En tout, ce sont donc 2000 torches qui sont sorties des sites d'ArcelorMittal. C'est environ 6 fois moins que pour les autres Olympiades. On en produit 2000 qui vont être réutilisés à peu près une dizaine de fois. Et on a cette logique de réutilisation, de durabilité et donc de contribuer finalement à la vision des Jeux de Paris, d'être plus responsable. Surtout que la torche est 100% française et fabriquée avec un acier décarboné. Cela illustre aussi la volonté d'ArcelorMittal d'arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Place à la culture dans un instant avec du théâtre et du land art, juste après les prévisions météo. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour à tous. Au programme de demain, le soleil sera bien présent dans la matinée, mais ne comptez pas sur lui pour réchauffer l'atmosphère, puisque le thermomètre indiquera 7 degrés au maximum. Dans l'après-midi, le ciel se voile, mais le temps restera sec. Le thermomètre indiquera 14 degrés au maximum. Demain, souhaitez une bonne fête aux Fulbert, surtout si vous en connaissez. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. Alain Leroger, promis en début d'émission à nos téléspectateurs qu'on ne dira pas tout. Alors qu'est-ce qu'on peut leur dire sur la nouvelle pièce du théâtre du jeudi sans mettre à mal tout le suspense? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? D'abord que c'est une comédie. Ça se passe au village de Saint-Jacques-sur-Roche que tout le monde connaît, il n'est pas très loin d'ici. Dans ce village, il se passe des choses étonnantes. Et il y a une chaîne de télévision, entre autres, CTN, qui va venir mêler l'enquête. Et on va essayer de voir les dessous et la façon dont ils vont mener l'enquête. Alors cette pièce, on ne la trouve pas pour le moment dans le répertoire, que ce soit dans le classique ou dans le contemporain du théâtre. C'est une création. Qui l'a écrite? D'où est venue l'inspiration? Alors qui l'a écrite? On va dire, on est 2-3 du groupe à écrire, mais surtout qui l'a construite, c'est tout le groupe. C'est-à-dire on était parti sur les médias, on voulait parler des médias, ce phénomène, on va dire, qui nous occupe tous les jours. Et donc on a trouvé des situations, on les a improvisées, et à partir de ces improvisations, on a écrit le texte, et maintenant on peut rentrer dans le répertoire. Vous en voulez aux médias? Non, on n'en veut à personne. On n'en veut à personne, mais on aime bien les regarder. Il faut voir comment ils sont reçus. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix. Alors qu'on veuille ou pas, on essaie de voir comment ça marche. Parce que c'est mordant quand même vis-à-vis de la presse et en particulier vis-à-vis de la télé. Bah oui, mais pourquoi pas? La télé nous amène plein de choses qu'on reçoit de différentes manières. C'est des questions qu'on s'est posées. Quelle est l'influence de ces reportages, de cette information continue? Est-ce que ça ne va pas changer nos esprits? Tout le monde parle de la même chose, les médias parlent de la même chose. Alors on se dit, cette espèce de Dieu qui guide un peu tout le monde, on va aller un peu gratter. Mais c'est une comédie, voilà. C'est une comédie, mais c'est en même temps quand même quelque part une réflexion philosophique
sur l'impact des médias, l'importance que peuvent avoir les médias dans nos vies? On a mis de côté l'aspect politique, mais comme tout est politique, on y retombe forcément. On y est retombé dans les scènes et dans les reportages qu'on a mis en place. Il y a des moments, on s'est dit, quand on voit l'information, on se dit, ça, on l'a dans notre pièce, ça, on l'a déjà entendu. Et ça nous a fait un peu peur dans le sens, on s'est dit, mais voilà. Et comment dirais-je? Zut. Oui, donc une réflexion par rapport à tout ça, parce que c'est du quotidien, c'est du vécu en fait pour certaines choses. Malheureusement oui. Mais disons, nous ce qu'on a essayé de voir, c'est comment certains journalistes, il ne faut pas généraliser non plus, cherchent le scoop, d'où le titre, scoop. On veut le scoop, on joue sur l'émotion ou sur la réflexion. Malheureusement, on peut se rendre compte que c'est souvent l'émotion qui passe devant, le pourquoi du comment, des fois on s'en fiche. Et l'émotion fait le scoop, l'émotion fait l'audition, l'émotion fait l'audimat. Et est-ce que c'est ça qu'on attend d'un média qui est là pour informer? Alors cette nouvelle pièce, Scoopable, dedans il y a 16 comédiens qui montent sur scène. Est-ce que tous font partie du noyau dur du Théâtre du Jeudi ou bien il y a des petits nouveaux, comme on les appelle? Il y a des petits nouveaux, heureusement, il y a des petits nouveaux, des petites nouvelles. Mais c'est vrai qu'on est la moitié du groupe, on va dire, le noyau dur. Et on a récupéré des nouveaux sont venus jouer avec nous, ce qui nous a fait beaucoup de bien, ça rajeunit un peu l'équipe. Mais ils sont toujours là, alors on est 15, on ne peut pas en accueillir plus, c'est un peu compliqué. Mais on est content que tout le monde soit là. Alors il y a surtout des comédiennes quand même, si j'ai bien compté, il y a seulement 3 comédiens. C'est plus dur pour les hommes de lâcher prise et d'incarner un personnage? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une majorité de filles. Et c'est vrai que quand je discute avec d'autres copains ou copines qui font du théâtre dans d'autres groupes, on a souvent la majorité féminin que masculin. Je ne vois pas pourquoi, je ne sais pas. Peut-être l'homme, il est moins curieux, il a moins envie de tenter l'aventure, je ne sais pas. Alors, quand je demandais s'il y avait des petits nouveaux, la réponse avait l'air de dire à peu de choses près, on est complet. Vous cherchez à recruter encore ou pas? Est-ce que des gens peuvent vous rejoindre, par exemple, pour l'an prochain? On peut nous rejoindre, mais disons, on a, on va dire, un cursus, un numerus clausus. On est à 15, on arrête. Et c'est vrai que des fois, on dit à des personnes, écoutez, non, cette année, on ne peut pas, parce qu'on ne peut plus fonctionner. Déjà, c'est pour cela en particulier entre autres qu'on fait des créations, parce que ça permet de créer des rôles à chacun. Sinon, si on cherche dans le répertoire des pièces à 15 personnages, c'est pas évident. C'est rare. Oui. Mais alors du coup, ça veut dire aussi créer entre guillemets des rôles sur mesure, ou bien les comédiens sont quand même obligés de sortir de leur zone de confort? De toute façon, l'acteur et le personnage. À partir de là, c'est pas compliqué puisqu'on les invente. Donc l'acteur qui est sur scène, il va jouer l'inspecteur, il va jouer le journaliste, mais c'est lui le personnage. Et ce qui est sympa, puisque dans notre création, c'est que ce personnage, tout doucement, il grandit, il prend vie. Et plus ça va, plus il prend vie. Et maintenant, quand les acteurs sont sur scène, on n'a plus nos copains, on a des personnages qui jouent. C'est plus eux. Et c'est ça le théâtre. C'est ça le théâtre. Alors ça, on va pouvoir le voir vendredi et samedi à 20h30 au foyer culturel à Sarreguemines. Et ça, c'est pour les 2 premières représentations de Scoopable. Il y a une 3e représentation qui est d'ores et déjà prévue mercredi 15 mai au Casino des Faïenceries, cette fois. Ouais. Est-ce qu'il y en aura d'autres des occasions de voir Scoopable? Peut-être. Peut-être. C'est tout ce que je peux dire. Bon, eh bien, il faudra nous prévenir pour qu'on puisse prévenir les téléspectateurs. Merci beaucoup d'être venu parler de Scoopable sans en dévoiler trop. L'exercice n'est pas facile, ça laisse le suspense, il n'y a plus qu'à aller voir la pièce. On va maintenant aller à la rencontre d'un autre artiste, Eliso Leonardi, artiste peintre à l'origine, s'est lancé il y a une dizaine d'années dans le land art. Un art où l'inspiration, les matériaux et les lieux d'exposition sont puisés en pleine forêt. Avec son imagination, ses outils et sa bonne humeur, Eliso réalise des personnages, des animaux et des objets. Conçus avec des petits bouts de nature, une centaine de ses œuvres sont disposées dans la forêt de Waldweistroff, décorant ainsi les chemins empruntés par les randonneurs de l'association du village Les Pieds Légers. Colline L'Expert a accompagné Eliso Leonardi en forêt pour terminer une œuvre. Il y a un élément qui m'inspire, qui me fait travailler mon imagination de manière à ce que je crée autour. En général, c'est comme ça que ça se passe.
Au programme de notre balade, finition d'un des 2 dinosaures installés depuis peu dans la forêt de Waldweistroff. Première étape, dénicher les matériaux adéquats. Bah ça pourrait très bien convenir. Hein. Voilà. C'est des branches tombées d'un chêne. C'est quelque chose qui fait travailler l'imagination. Là, par exemple, cette branche-là, eh ben, ça va devenir le ventre de mon dinosaure. L'idée de départ, c'est la tête que j'ai trouvée. Et alors je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce morceau-là? Il suffit de la tourner dans tous les sens et puis tout d'un coup, il y a l'idée qui germe et qui apparaît. Bon, il faut faire le reste. Quelques coups de perceuse, des vis pour fixer l'ensemble du bois mort, un peu de lierre autour, et notre dinosaure prend vie. Un jour, dans une expo, il y a un enfant qui vient vers moi, avec le doigt carrément. « Monsieur, 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 monsieur !» Il n'était pas plus grand que ça. Il me dit, vous savez, il faut protéger la forêt parce que avec des branches mortes, on peut réaliser des personnages et des animaux qui sont presque vivants. Wow. Ça, c'est ma motivation principale. Le land art, c'est un trait d'union, en quelque sorte, pour aider les gens à venir. Venez voir notre forêt, comme elle est belle. Cette forêt enchantée est à la fois source d'inspiration et lieu d'exposition pour ses créatures. L'œil de notre artiste redonne vie à une nature parfois endommagée, comme ces arbres ravagés par une tempête et depuis magnifiés en crayons de couleur. Mais avec le temps, chaque œuvre revient à la nature. C'est la pluie, c'est le vent, c'est le froid qui endommagent et qui font qu'il y a un moment où ça n'existe plus. Voilà. C'est vraiment des œuvres éphémères. Donc on a le temps de les admirer si on les aime le temps de leur vivant, mais bon, il faut se dire qu'il y a un moment où ça disparaît. J'ai eu un petit peu de mal, je vais vous le dire au début, hein. Et après, bon, ben, on s'y fait, c'est le principe même, quoi. Mais c'est tellement riche en créativité et en échange avec les gens qui passent, quoi, hein, qu'on est motivé pour poursuivre sa mission. Johnny le musicien, bonjour et bienvenue, la muse contre son charme. Toute cette joyeuse tribu vit le long du sentier aménagé par les Pieds Légers, l'association de randonnée de Waldweistroff, signifiant littéralement la forêt blanche.